Alors, faut-il se lancer dans une collection de jeux vidéo en 2021? L'arrivée des nouvelles consoles doit-elle nous pousser à racheter les anciennes pour les préserver, soi-disant du temps, de la destruction? Ouais, parce que je sais pas si vous savez, mais les collectionneurs de jeux vidéo, ils se prennent littéralement pour des super-héros qui viennent au secours des jeux vidéo, soi-disant qu'ils étaient voués à la destruction, à la perte, etc., etc. Bon, bref, on va remettre les choses au clair, mesdames et messieurs. Les collectionneurs, non, vous ne rendez pas service au marché du jeu vidéo. Et pire, vous le détruisez. Je m'explique, justement, je souhaitais faire cette vidéo pour donner mon point de vue sur ce qui se passe sur le marché du jeu vidéo, notamment d'occasion, hein, les jeux. Parce que je pense que beaucoup ne se rendent pas compte de ce qui se passe. Alors le principe il est simple et il paraît noble en soi, c'est-à-dire que vous avez des joueurs de longue date qui sont pris de nostalgie et qui souhaitent retrouver le plaisir de l'objet physique et de rejouer au jeu original qu'ils avaient joué jadis, qu'ils avaient connu avant. Et donc ils se lancent dans une quête de retrouver le titre ou les titres qu'ils ont connus et d'en faire progressivement la collection pour retrouver les jeux qu'ils ont connus étant plus jeunes. Jusque là tout va bien, sauf que attention, 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 il y a plusieurs types de collectionneurs, si on peut dire ça comme ça. Et chaque collectionneur, il ne fonctionne pas du tout pareil, donc il est important de bien comprendre ce qui se passe. Voici un petit schéma que je vous propose pour constater qu'il y a plusieurs types de collectionneurs et que les démarches ne sont pas tous pareilles et que chacun il a un impact sur le marché. Chaque type de collectionneur a des ambitions particulières et en fonction de celle-ci, il a un impact sur le marché. Premièrement, on va avoir un collectionneur plutôt simple dans la démarche, comme je l'ai dit, qui souhaite tout simplement retrouver le jeu ou les jeux qu'il a connus plus jeune, en version physique, pour y rejouer. Bon, juste pour la nostalgie de l'objet, pour revoir le jeu en version physique. Et dans cette catégorie, on peut avoir des collectionneurs de ce type-là qui vont avoir un impact plutôt neutre, ou carrément mauvais sur le marché. Pourquoi? Parce que ce genre d'individus, vous allez avoir certains qui vont être plutôt patients, qui vont avoir des moyens plutôt corrects, mais qui vont être assez proches de leurs sous, et donc qui vont plutôt prendre leur temps pour trouver le jeu qu'ils recherchent, et ils vont plutôt chercher à faire une affaire en l'achetant à un prix correct, et qui vont pas trop être exigeants sur l'état. C'est juste de retrouver l'objet physique à un bon prix, et puis ils vont prendre le temps de trouver. Mais par contre, il y a dans ce genre de catégorie des personnes qui ont des moyens illimités, bien heureux qu'ils soient, il n'y a pas de souci là-dessus, mais par contre qui sont impatients de trouver le jeu qu'ils recherchent. Et là c'est problématique parce qu'ils vont être plutôt dans une démarche que je veux ce jeu maintenant à n'importe quel prix. Et là donc ils sont prêts à acheter le jeu qu'ils recherchent à des prix souvent qui sont carrément abusés. Et c'est là qu'intervient une autre catégorie de collectionneurs qui sont des collectionneurs à l'ambition de faire uniquement de l'argent. Donc leur but c'est d'accumuler des jeux vidéo uniquement pour faire de l'argent. Et notamment ils vont convoiter des jeux qui se font de plus en plus rares pour les vendre à des énormes prix. Parce que justement ce genre de collectionneurs se sont aperçus qu'il y a des personnes qui rentrent dans le monde de la collection de jeux vidéo avec des moyens illimités et qui sont impatients. Donc la catégorie précédente que je viens de vous expliquer. Et donc il y a un problème qui se crée, c'est que en fait on va avoir des collectionneurs qui vont rafler énormément de jeux en physique et les stocker pendant un moment et ensuite les afficher à des prix exorbitants. Et donc celui qui veut et qui convoite ce titre va devoir payer le prix fort. Pourquoi? Parce qu'ils vont créer un monopole sur ces titres-là
Et donc le seul moyen d'acquérir ces titres, bah, il va falloir sortir le chéquier, payer un gros prix. Donc oui, vous avez bien compris qu'en fait, il y a énormément de titres en fait qui ne sont pas forcément rares sur le marché, mais qui sont pris d'assaut par un certain nombre de collectionneurs, dans le monde entier, hein, je parle dans le monde entier, je parle pas qu'en France, et qui rendent donc ces titres-là plus chers qu'ils ne le sont en vérité, parce que certains sont prêts à payer le prix fort, et d'autres, inversement, font tout pour s'accaparer ces titres-là, même en plusieurs exemplaires. Et on le voit dans énormément de vidéos sur YouTube et sur les forums, etc. Des personnes qui vous montrent qu'ils ont plusieurs Zelda sur Super Nintendo, ils ont plusieurs exemplaires, ils ont plusieurs à gagner, etc., etc. Mais c'est uniquement pour faire de l'argent, en fait, parce qu'ils savent très bien que ces titres-là sont très demandés, sont à notre période, à notre époque, de plus en plus rares de les trouver en bon état, etc. Et donc, eh ben, c'est eux qui fixeront les prix. Mais tiens donc, justement, qui fixe les prix? Eh ben, les prix, justement, bah, c'est cette histoire de l'offre et la demande. Plus il y a de demandes sur un titre, et moins il y a d'offres, bah, forcément les prix vont augmenter. Et inversement, si la demande est très réduite, mais en face, bah, l'offre, le titre en question, on le trouve à profusion, bah forcément le prix sera très réduit. Et donc c'est pour ça que ce type de collectionneur l'a très bien compris. Et donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont chercher à accumuler un titre en plusieurs exemplaires pour rendre le titre en question le plus rare et le plus convoité, justement, et faire augmenter les prix. Donc c'est eux qui vont fixer les prix d'une manière injuste, en fait. Et les éditeurs, qu'en pensent les éditeurs du monde d'occasion? Vous allez vous dire que bon, bah, les éditeurs de jeux vidéo, Nintendo, Sony, Xbox, etc., leur but à eux, c'est de vendre que des jeux en neuf. Et donc ils ne sont pas impactés par le monde de l'occasion. Et bien détrompez-vous. Effectivement, ils vont peut-être pas faire d'argent, parce que forcément c'est de particulier à particulier en général, donc ils vont pas faire d'argent dessus. Mais par contre, ce sur quoi ils vont faire leur beurre, c'est sur le fait que leur licence phare, ou leur licence tout court, vivent à travers l'occasion. Et c'est à travers le monde de l'occasion que leur licence, qu'ils peuvent mesurer que leur licence continue de fonctionner dans le temps ou pas. Et c'est ce qui fait que bah, on est rentré dans une ère de remake et de remasterisation à outrance, où justement bah, les éditeurs récupèrent des anciens titres pour en refaire des soi-disant nouveaux titres, alors qu'ils ont parfois pas fait grand chose de nouveau, simplement en améliorant les graphismes, la fluidité, ce genre de choses. Et on est rentré dans une ère où justement bah, tous les éditeurs sont en train de bosser d'arrache-pied sur des remakes en tout genre. Il y a des remakes qui sont refaits de A à Z, qui sont plutôt plaisants pour les fans, ou ce genre de choses comme Final Fantasy VII Remake, les Mass Effect qui sont en cours de développement, etc., etc. Ok, mais il y a des remakes des fois qui font pas le figure. Alors, est-ce qu'il faut collectionner du coup? Alors, moi, mon avis, c'est que oui, effectivement, ce serait bien que chacun puisse retrouver, s'il a envie, les titres qu'il a connus étant plus jeune, en version physique, voire au moins préserver certains titres physiques qui commencent de plus en plus à être rares ou être difficiles de trouver en bon état, etc. Et donc là, on arrive sur une catégorie de collectionneurs où eux, leur ambition, c'est d'accumuler, c'est ils achètent des jeux vidéo, ils achètent, et ils font soi-disant ce qu'on appelle des full sets. Ils visent des full sets, c'est-à-dire acheter tous les jeux d'un système, tous les jeux de la Nintendo NES, tous les jeux de la Sega Mega Drive, etc. etc. Le problème, c'est qu'ils ne rendent pas service aux jeux vidéo, puisque si ce genre de collectionneur avait l'ambition justement de créer un musée du jeu vidéo, de montrer l'histoire du jeu vidéo, d'utiliser justement sa collection, comme le font certains pour faire perdurer l'histoire du jeu vidéo, expliquer l'historique de certains jeux, de certaines consoles, etc.
ok, ça peut être bien, ou justement d'en faire la démonstration, d'en faire justement, de le partager, de partager dans des événements, justement, de permettre au plus grand nombre de jouer à ces jeux-là. Ok, mais en soi, ce n'est pas possible de faire ça à 100%, puisque de collectionner à full set, bah, effectivement, quand on est jeune, on a envie, on se dit, tiens, ça serait bien si j'avais tous les jeux de tel support. Mais ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Parce que le but fondamental d'un jeu vidéo, c'est d'y jouer. Donc c'est le jeu. Et ça, les collectionneurs oublient de plus en plus de jouer. Ils collectionnent à outrance. Ils collectionnent des jeux, les trois quarts qui ne jouent même pas, juste pour dire j'ai tel et tel jeu. Et l'impact que ça a sur le marché, c'est que ça rentre un peu dans la catégorie précédente, qui est que ce genre de collectionneur va s'accaparer des titres dont certains, les premiers que j'ai cités, vont essayer de retrouver et ne pourront pas les trouver parce que de plus en plus de personnes se lancent dans la collection à outrance et donc acquérissent des titres auxquels ils ne jouent même pas. Et du coup, les prix de ces titres-là auxquels ils ne jouent même pas vont augmenter et vont être de plus en plus difficiles à trouver, alors que c'est des jeux parfois qui n'ont pas d'intérêt particulier. Et les premiers, si vous l'avez bien compris, en général, ce sont plutôt des collectionneurs sentimentaux, c'est-à-dire ils vont plutôt faire un achat voilà, sentimental par rapport à leurs souvenirs, comment ils ont découvert certains jeux, etc., etc. Et donc oui, les collectionneurs à outrance ne rendent également pas du tout service au marché parce qu'ils participent à l'augmentation des prix également. Moi je suis tout à fait d'accord que certains prix augmentent en fonction de la rareté, mais plus sur des consoles qu'on ne trouvait pas à l'époque en très grande quantité, qu'ils ont été arrêtés très tôt et effectivement qu'ils ont peut-être des intérêts au niveau gaming très intéressants et qu'on aimerait bien retrouver pour le jeu. Mais augmenter les prix sur un système, sur une console, sur un jeu, etc., alors qu'on n'y joue pas, ou alors que le jeu en lui-même ou la console en elle-même n'a aucun intérêt, c'est absurde. Donc on ne rend pas du tout service aux jeux vidéo, au contraire, on détruit le marché du jeu vidéo, et c'est ce qui pousse de plus en plus à viser la dématérialisation, et notamment la dématérialisation des jeux rétro, et qui augmente justement l'attrait d'un grand nombre de joueurs vers l'émulation. Est-ce que l'émulation, justement, c'est pas la nouvelle génération de jeux vidéo? Il ne faut pas oublier, les amis, que la majorité des joueurs sont des joueurs avec des moyens limités. Et donc qui cherchent absolument à jouer aux jeux vidéo à des prix corrects, des prix intéressants, à faire des affaires quand ils achètent des jeux vidéo, quand ils achètent une console. La majorité, c'est ça qu'on cherche. On ne cherche pas à mettre toutes nos économies dans un jeu ou dans une console. Les dernières générations de consoles qui sont sorties sont vraiment des consoles qui visent une élite, de plus en plus une élite, des consoles à 500 €. Même si on peut se le permettre, aujourd'hui on va réfléchir à 2 fois, 3 fois, 10 fois avant de l'acheter en se posant la question est-ce que j'en ai vraiment besoin, est-ce que je vais vraiment y jouer quoi. Et c'est sûr que tout le monde ne va pas se payer les dernières consoles. Et je parle notamment des jeunes, des personnes qui commencent à travailler, qui travaillent, etc. Oui, peut-être qu'ils ont des revenus, etc. Ils peuvent se permettre, etc. Mais en règle générale, les jeunes, etc., qui sont la majorité des joueurs dans le monde entier, sont des mineurs, ne vont pas viser les consoles de dernière génération, voire des consoles très chères. Ce qui risque de se passer dans le futur, c'est que pour la collection de jeux vidéo rétro, ça va freiner pendant un moment parce que les collectionneurs ne trouveront plus aussi facilement de preneurs. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le premier système à avoir subi la dématérialisation massive,
à cause des prix qui ont flambé, c'est les bornes d'arcade justement. Les bornes d'arcade dans les années 80-90, c'était les Rolls du jeu vidéo. C'est-à-dire qu'on avait, pour avoir la meilleure expérience en termes de gaming, on se dirigeait vers le monde de l'arcade parce que les jeux étaient fluides, étaient puissants, étaient beaux, les expériences étaient géniales. C'était super chouette, les bornes d'arcade, c'était le top. Mais pour se procurer une borne d'arcade, c'était très compliqué. Dans les années 80-90, une personne qui avait une borne d'arcade à la maison, c'était vraiment c'était le Graal. Parce qu'une borne d'arcade était dédiée en général à un seul titre. C'était un meuble énorme en termes de poids et de taille. Et pour s'en procurer une, c'était une blinde. C'était une blinde. Il fallait vraiment énormément d'argent pour pouvoir posséder une borne d'arcade. En plus de ça, sur un seul titre, donc un seul jeu. Avec justement un système interne qui était complexe, donc pour la maintenance, etc. C'était une galère pas possible. Et donc, les premiers jeux à être dématérialisés, ben justement, c'est les jeux d'arcade. Avec MAME, Neo Rage, etc. pour ceux qui s'en souviennent, justement les jeux Neo Geo, etc. qui étaient dématérialisés. Donc l'émulation est née. Et donc ceux qui ne pouvaient pas se procurer justement une borne d'arcade à la maison, ben justement allaient directement sur un petit ordinateur et jouaient directement aux jeux d'arcade. Pour certains qui étaient émulés à 100%, et la majorité aujourd'hui sont émulés de manière parfaite, les jeux d'arcade. Et c'est là qu'a commencé justement le fait que énormément se tournent vers la dématérialisation, donc l'émulation, et délaissent le physique. Ce qui a rendu aussi service à la rareté des objets, parce que les bornes d'arcade ont été délaissées, la maintenance sur certaines bornes ont été délaissées, et puis certaines bornes ont fini carrément à la benne, parce que justement plus personne les cherchait. Et ce qui a créé justement la rareté des bornes d'arcade originales, et qui fait qu'aujourd'hui ceux qui veulent se lancer dans la quête de retrouver une borne d'arcade d'un titre en particulier, se rendent compte que les prix flambent parce que l'offre n'est pas énorme. C'est pour ça que les prix des bornes d'arcade originales augmentent et explosent, parce que il est rare d'en trouver en bon état déjà, et puis il faut comprendre le système qui est assez complexe pour pouvoir le mettre à jour, pour pouvoir le rénover, etc. La rénovation des bornes d'arcade, c'est limite un métier à part entière. Notamment la Neo Geo, l'histoire de la Neo Geo, tout le monde sait, la Neo Geo, donc elle est très prisée, les prix augmentent énormément, parce que justement c'est ce qui permet d'avoir la qualité des jeux des bornes d'arcade à la maison, en version console, et donc la rareté du matériel fait également que les prix flambent. Et ensuite toutes les consoles ont subi ça, c'est-à-dire que les prix sont devenus tellement exorbitants au fur et à mesure du temps que de plus en plus de monde se dirige vers l'émulation, et certains titres aujourd'hui commencent à devenir pas intéressants en termes physiques, je veux dire. Il ne reste qu'une poignée de titres sur chaque support qui devient très cher, parce que la rareté a été de plus en plus cultivée, que ce soit par les collectionneurs massifs qui arrivent de plus en plus sur le marché et qui font en sorte que certains titres deviennent de plus en plus rares en termes de quantité et rares en termes de qualité. Il y a certains titres qu'on trouve en quantité, sauf qu'on arrive de moins en moins à les trouver en bonne qualité, ou en complet, etc., etc., parce que certains veulent absolument la version complète, etc. Il y en a qui veulent vraiment version mint, c'est-à-dire version super neuf, et dans un état éclatant, etc. Mais c'est de plus en plus rare de trouver certains titres comme ça, alors qu'il y a certains titres que c'est très facile de les trouver en excellent état, au complet, etc., sauf qu'ils ne sont pas très demandés. Donc effectivement, pour résumer, oui, les collectionneurs ne rendent pas forcément service au monde du jeu vidéo, et leur comportement
souvent abusif en termes de quête de full set, de quantité sur un titre absurde, rendent les choses, les prix affolants et font fuir les gens du rétro gaming, font fuir les gens du marché de l'occasion. Et de plus en plus de gens vont préférer, avec le temps, se diriger vers la dématérialisation, l'émulation, les nouvelles consoles dites rétro qui arrivent sur le marché de plus en plus et qui sont de plus en plus performantes et de plus en plus intéressantes parce qu'elles sont de plus en plus optimisées pour les jeux rétro, les jeux de l'émulation. Et les gens vont de plus en plus préférer et privilégier ce genre de système déjà qui ne prend de moins en moins de place que d'accumuler du physique. Et donc le physique, à un moment donné, il risque de ne plus intéresser grand monde, à part sur certains titres phares. Forcément, oui, il y a certains titres, ils seront indémodables, avec le temps, ils vont prendre de plus en plus en valeur, mais il y a énormément de titres qui vont être de moins en moins intéressants. Donc ceux qui accumulent des full sets, etc., vont se retrouver avec énormément de stocks de jeux anciens, et vont plutôt devenir des antiquaires que des collectionneurs. Et oui, je vous le dis les gars, vous allez devenir plutôt des antiquaires, vous aurez justement des stocks de jeux vidéo donc personne, qui n'intéressent personne. Parce que n'oubliez pas, mes chers collectionneurs, mes chers amis collectionneurs, etc., que le but du jeu vidéo, c'est de jouer. Voilà mes amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, dites-moi votre avis en bas de cette vidéo. Et n'oubliez pas que ce n'est que mon avis et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Allez, à plus.